Mes chers amis, bien bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie de mes travaux de recherche en Master 2 qui portent sur les maladies contagieuses à Toulouse à la fin du Moyen-Âge et plus particulièrement en rapport à travers la pratique testamentaire. Mais la pratique testamentaire, nous la verrons beaucoup plus tard. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre maladie contagieuse qui est la lèpre. La semaine dernière, nous avons vu la peste, ses différentes formes et son impact sur la vie de Toulouse. Aujourd'hui, nous allons voir une autre maladie contagieuse qui est la lèpre. C'est une maladie auquel les contemporains du Moyen-Âge sont habitués, ils la connaissent, ils y sont confrontés quasiment depuis très longtemps. Ils savent l'endiguer plus ou moins, ils savent la contenir plus ou moins, mais comme vous allez le voir pour la peste, on ne sait pas trop d'où ça vient. On ne sait pas trop les origines, on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Donc, nous allons voir ça maintenant. Comme pour sa copine la peste, la lèpre est due à un bacille, qui est le Microbacterium leprae. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le bacille originaire de la lèpre, qui a été mise en lumière par Ernst Hansen en 1873. Ernst Hansen, qui est un botaniste, médecin, biologiste, il a plusieurs cordes à son arc, comme pour Alexander Yersen pour la peste. Celui-ci a découvert la lèpre en 1873, soit presque 30 ans avant la découverte du bacille de la peste. Yersen s'inscrit donc au même titre que Yersin à la fin du 19e siècle, dans cette espèce un peu de, si on peut se le permettre, cette espèce de mouvement qui tend à mettre en lumière en fait les différentes maladies que l'on connaît, que l'on a connues, pas forcément qu'on redécouvre, mais sur lesquelles on a envie de mettre qu'on a envie en fait de balayer les zones d'ombre sur leurs origines, sur leurs symptômes propres, et peut-être les distinguer aussi de d'autres maladies qui ont les mêmes symptômes et qui ne se caractérisent pas de la même façon. Donc, un peu comme pour la peste aussi, la lèpre a plusieurs formes. La plus connue, et je pense la plus connue pour nous visuellement, et pour les spécialistes peut-être beaucoup plus, c'est la lèpre lépromateuse. Vous allez me dire, lèpre lépromateuse, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la forme que l'on connaît le mieux. C'est la forme qui nous saute aux yeux dès qu'on voit peut-être un lépreux dans les films ou quoi que ce soit, sauf qu'on ne sait pas vraiment le nom. C'est celle qui, en fait, se caractérise par son grand nombre, en fait, de lésions. On retrouve notamment énormément de lésions cutanées. Ces lésions cutanées, elles sont un peu... Alors pour avoir vu des photos, pour avoir vu certaines choses, c'est un peu comme si c'était pas une peau de crocodile, pas une... C'est un peu comme si vous aviez, je dirais pas un acné très virulent, mais ça fait comme une espèce de gros amas de boutons rouges très infectés. Donc c'est ça un petit peu ces grosses lésions cutanées qui caractérisent plus ou moins la lèpre lépromateuse. Mais sauf que ceux-là, ils sont beaucoup plus violents qu'un simple bouton qu'on peut avoir tous les 4 matins. C'est aussi celle qui entraîne le plus de déformations, ne serait-ce qu'au niveau du visage. Les lésions cutanées, il faut vraiment, je pense, voir la personne sans vêtements ou la personne avec des vêtements très légers pour le voir. Les lésions qui se caractérisent le mieux, ce sont celles que l'on voit. C'est la lèpre lépromateuse qui entraîne le fameux bec de lion, c'est-à-dire cet affaissement en fait des closes nasales qui sont ici, qui font cet effet un peu nez de lion, cette espèce de triangle. Je sais pas si vous voyez un peu, comme même regardez votre chat, vous allez bien le voir. Le nez est légèrement en triangle comme ça, et bien c'est la même chose. C'est dû à un affaissement en fait des closes nasales. C'est aussi cela affecte aussi la voix. La voix est beaucoup plus rauque, elle est beaucoup plus grave.
Et c'est aussi dû, et on voit aussi également des mutilations au niveau, j'allais dire, des doigts, mais non, ce n'est pas celle-ci, c'en est une autre. C'est aussi également celle qui entraîne le plus de paralysie, notamment les paralysies. Une paralysie vient beaucoup plus beaucoup plus progressive selon les gens et selon aussi peut-être la gravité. C'est une paralysie notamment des membres et une paralysie quasi handicapante. La deuxième forme de lèpre, c'est la lèpre tuberculoïde. J'ai mes notes à côté parce que je n'ai pas tous les noms en tête. Celle-ci, on la reconnaît aussi très facilement parce que plus ou moins, elle entraîne des symptômes plus ou moins différents, mais on retrouve l'aspect mutilation toujours derrière. C'est une lèpre qui se caractérise par une insensibilité de la peau. La peau devient insensible à certaines choses, à la douleur probablement, mais aussi elle se caractérise par une mutilation au niveau des doigts et des orteils. C'est notamment, si ma mémoire est bonne, la chute au niveau des phalanges, des phalanges qui sont juste ici, la phalange des mains. Imaginez-vous, vous n'avez plus le bout de vos doigts, vous devez marcher à peu près comme... voilà. Ben là, c'est pareil. Elle se caractérise aussi par une paralysie des mains, des pieds, mais aussi des globes oculaires, c'est-à-dire que progressivement, le lépreux ne pourra plus, on va dire, agiter les yeux comme nous faisons. Il ne pourra plus faire les petits gestes du quotidien comme nous faisons. Donc en fait, c'est une maladie qui est une limite neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle va affecter les nerfs, mais aussi les muscles. Donc c'est une maladie qui est très handicapante au Moyen-Âge et qui est plus ou moins détectée d'une certaine façon. Ces deux formes de lèpre ont quelques points communs, notamment dans la mode de transmission. Si vous êtes très longtemps à côté d'un malade de la lèpre, vous allez automatiquement attraper le bacille. Si vous êtes non loin, si un lépreux vous éternue dessus ou vous tousse dessus, bien évidemment, vous allez attraper aussi le bacille. C'est un peu le cas, vous allez me dire, pour la peste pulmonaire aussi. Mais ça fait partie des modes de transmission qui sont très courants pour la lèpre. Cependant, à la différence de la peste qui, elle, se déclenche quasiment le lendemain, la lèpre va mettre beaucoup plus de temps à se déclencher. Le temps d'incubation peut être de quelques mois à plusieurs années. On peut aller jusqu'à 10 ans. 10 ans, c'est très très long. C'est super long. Vous avez le bacille a le temps de s'installer dans votre corps et à faire un peu ce qu'il a envie. Donc c'est une maladie qui est très imprévisible. Néanmoins, à partir du XIVe siècle, et à Toulouse on le voit particulièrement, le bacille tend, la lèpre, on va dire ça, on va plutôt dire la lèpre de façon générale, tend plus ou moins à reculer. Pourquoi ? Tout simplement parce que on sait comment endiguer les lépreux, on sait où est-ce qu'il faut les envoyer, on ne se pose probablement plus de questions sur le fait de contenir les malades. Donc en fait, ça entraîne plus ou moins le recul de la maladie progressif, et puis avec la peste aussi qui vient derrière, les problèmes de famine, les problèmes de guerre. Je vous apprends rien, que vous soyez malade, pas malade, vous mourrez au même titre que les autres, surtout si vous êtes affaibli par une maladie. Donc, ça contribue plus ou moins à faire reculer la maladie, même si ce ne sont que des hypothèses de recherche. Donc, mais cela aussi dû, comme je viens de le dire, à une prise en charge des malades de façon rapide. C'est-à-dire que, une fois qu'un malade est détecté, on ne se pose pas la question, on l'envoie en léproserie. On l'envoie à la léproserie où on le confine chez lui et terminé, en fait. On sait qui est lépreux, on sait qui ne l'est pas. Donc, en fait, il y a on voit une véritable organisation dans la gestion de la lèpre. Ce qui, on va le voir,
n'a pas toujours été très évidente. Donc, pour les origines de la lèpre, tout comme pour la peste, on ne sait pas trop d'où ça vient. On va chercher des explications du côté du clergé, du côté des médecins, et par médecins, il faut entendre des intellectuels. La plupart des médecins de l'époque sont des intellectuels, et pas des médecins comme on peut l'entendre au sens moderne de notre temps du terme. On va chercher des explications sur les facteurs aggravants, un peu comme pour la peste. On va chercher des explications dans la théorie de l'humeur. La théorie de l'humeur, Kesako. C'est une théorie qui se base en fait sur des écrits anciens, sur en fait les comment dire. Ça se base sur en fait sur la théorie comme quoi le corps humain aurait 4 essences, 4 fluides vitaux. Vous avez notamment la bile, la bile noire, vous avez le sang, enfin il y en a plusieurs là, je les ai pas en tête malheureusement, je suis désolée, mais on en reparlera de toute façon. Cette histoire de théorie de l'humeur, nous en reparlerons bien plus tard, donc ne vous inquiétez pas, même si elle n'est pas expliquée là-dedans, il n'y a pas de souci. Donc on va chercher des explications dans cette fameuse théorie de l'humeur, et notamment dans l'excès de bile noire. L'excès de bile noire qui fait partie de ces 4 essences, en particulier des 4 essences de justement que nous avons dans le corps. Cet excès de bile noire aurait tendance à entraîner une espèce de mélancolie, de dépression, en sachant que mélancolie et dépression, à l'époque, il n'y avait pas de différence, contrairement à maintenant. Et cet état aurait, comment dire, on va dire, encouragerait la venue de la lèpre. Vous avez ça, vous avez aussi également la théorie de la corruption de l'air. La corruption de l'air, c'est comme quoi il y aurait des miasmes dans l'air qui seraient, on va dire, dangereux pour l'homme, et ce serait ça qui nous transmettrait la lèpre. Vous avez aussi, autre théorie, aussi la consommation de certaines viandes. Le fait de consommer du bœuf, par exemple, ou des animaux sauvages, ça entraînerait la venue de la lèpre. Le fait, par exemple, de s'accoupler avec une femme qui est indisposée, ça aussi, ça pourrait entraîner la lèpre. Et vous avez aussi tout simplement la théorie de l'hérédité. La théorie de l'hérédité, enfin, la notion d'hérédité chez les lépreux, en fait, j'ai envie de vous dire que c'est même plus, on sait maintenant que ça existe. On sait que celle-là, par contre, est vraie. Pardon. La consommation de viande et tout le reste, c'est des théories dont on essaie vainement en fait de dire vous avez consommé du bœuf, du lièvre ou je ne sais quoi, et bien vous allez attraper la lèpre, vous êtes malade, vous allez vous accoupler avec une femme qui a ses règles, et bien vous allez avoir la peste. Enfin, vous allez avoir la lèpre. Enfin, on essaie de trouver des explications plus ou moins, on est bien plus ou moins peut-être imaginatives pour nous contemporains, mais qui pour eux sont des explications logiques. Et on essaie quand même de trouver. On va aussi assimiler la lèpre à une maladie vénérienne, au même titre que la syphilis. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu, je ne sais pas si vous vous imaginez un peu jusqu'où les théories sont allées pour expliquer la venue de la lèpre. Il y a ça, et il y a aussi l'explication du clergé. Ah, le clergé. Si on a vu que le clergé voit dans la venue de la peste comme une punition divine pour les péchés des hommes et au sens communauté, c'est-à-dire ce que moi j'ai appelé dans mes recherches une punition divine collective, le clergé, dans la lèpre, va voir une punition divine, mais au sens individuel. Au sens individuel, c'est-à-dire que cet homme-là ou cette femme a péché, a commis un péché, c'est normal qu'il ait la lèpre. Dieu essaie d'éprouver sa foi au travers de la lèpre, au même titre
que, au même titre que Job, et Job sera l'un des modèles à suivre pour le lépreux, pour que celui-ci devienne, on va dire, le bon lépreux, le lépreux qui se rachète, qui rachète ses fautes, qui fait preuve d'humilité, au même titre que Job. Ce sens de bon lépreux, mauvais lépreux sera toujours au Moyen-Âge, peut-être moins au XIVe et XVe siècle, mais est toujours une notion plus ou moins présente. Le bon lépreux va faire preuve d'humilité, va faire preuve, on va dire, de gentillesse, si on veut. Il va se conduire comme quelqu'un de vertueux. Le mauvais lépreux va être méchant, va avoir un comportement de pécheur, et donc, en fait, il n'aura aucune chance, en fait, de guérir. Donc, c'est un petit peu ça, la théorie du clergé, grosso modo, plus ou moins. Même si cette théorie-là, on y reviendra beaucoup plus tard quand je vous exposerai les points communs entre la lèpre et la peste. Donc, c'est plus ou moins ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait des lépreux, justement? Une fois qu'ils sont détectés lépreux, on en fait quoi? Avant d'en faire quelque chose, il faut savoir comment on détecte un lépreux au Moyen-Âge. Il faut savoir qu'une personne détectée lépreuse, avérée ou soupçonnée, doit passer à une espèce d'examen. C'est-à-dire qu'on va isoler la personne, mais avant ça, on va lui faire une espèce d'examen, on va dire un peu comme, je qualifie presque, moi personnellement je qualifie ça du pile ou face, parce que quand on lit la bibliographie et les sources, on s'en perçoit que c'est un petit peu ça. On va faire une espèce de saignée au présumé malade, on va le mettre dans un récipient et on va regarder en fait si le sang change de couleur. Et selon la couleur selon la couleur qui va ressortir, on va vous dire vous êtes lépreux, vous ne l'êtes pas. Qui c'est qui va en juger? Ce sont d'abord des clercs, ce seront des magistrats et des médecins qui sont, je le rappelle, des intellectuels et pas forcément des médecins au sens où on l'entend maintenant. Si vous êtes détecté lépreux, il se passe quoi? Donc si vous l'êtes pas, alléluia, vous êtes content. Si vous êtes détecté lépreux, il n'y a pas 50 solutions en fait. Le mieux pour vous, c'est d'accepter dans l'enléproserie ou lazaret maladrerie comme à Toulouse on appelle ça. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Sinon, vous pouvez rester chez vous, mais on va dire que vous êtes isolé quand même des autres. Donc les lépreux, déjà, vous êtes détecté lépreux, il se passe quoi? Vous êtes considéré comme mort aux yeux de la société, c'est-à-dire que vous n'existez plus, vous n'avez plus d'existence. Vous assistez à votre propre messe funéraire et à votre propre enterrement. Le lépreux doit rentrer dans le trou qui lui sert de tombe, et en faisant cette action, il est considéré comme mort aux yeux de la société. Il n'a plus d'existence, son mariage est dissous, il ne peut plus avoir d'héritier, enfin il ne peut pas, techniquement il peut avoir des enfants, mais il ne peut plus, aux yeux de la société, enfin c'est sa mort quoi. Et il ne peut plus faire de testament, donc déjà au niveau des sources testamentaires c'est un problème, il ne peut pas hériter non plus. Donc il est déchu de tous ses droits civiques. Le lépreux, aux yeux de la société, étant donné que c'est un mort en sursis, il y a en fait tout ce qui va entourer autour de la persécution. Il va être persécuté, ça va être un véritable paria. Après ce petit rituel de vous êtes mort, qu'est-ce qu'on fait de vous? Le lépreux, soit il se cantonne chez lui, soit il va en léproserie. Les léproseries à Toulouse, il y en avait au nombre de 7. Si ma mémoire est bonne, il y en avait au nombre de 7. La plupart du temps, elles étaient en dehors des murs de la ville. Même si sur les cartes, en regardant les cartes de l'époque, on voit qu'il y en avait quand même une ou deux à l'intérieur des murs, mais la plupart étaient en dehors des villes. Pourquoi? Parce qu'on voulait à tout prix éloigner le mal des remparts des villes, ce qui était logique. On les trouve le long des routes commerciales. Les léproseries, en fait,
C'est des endroits où on va cantonner les lépreux. En fait, on va dire qu'on les soigne pas vraiment. Ils sont là parce qu'ils sont exclus de la société, mais on les soigne pas vraiment parce qu'on sait pas vraiment comment on les soigne. Alors on fait des bains, on fait des saignées, on fait tout un tas de régimes alimentaires, mais ça ne résout pas le problème en fait. Les lépreux ont quasiment pas le droit de sortir, sauf pour aller réclamer la charité dans la ville. Et pompon sur la Garonne, comme si ça ne suffisait pas, quand quelqu'un est lépreux, il doit porter un vêtement particulier, il doit porter un signe distinctif. Alors, il doit porter un signe distinctif et aussi une crécelle, une espèce de petite clochette, pour signaler sa présence et pour que les gens, en fait, la charité lui fassent un don. Ça marche, on va dire, plus ou moins, mais les lépreux, en général, sont quand même relativement pauvres, même si on verra que on arrive quand même à ce qu'ils aient une vie plus ou moins confortable, mais ça reste quand même très marginal, si je peux dire ça comme ça. Les lépreux font partie justement de la population marginale, et malheureusement, il leur arrive ce qu'on fait aux populations marginales, c'est-à-dire qu'ils sont victimes de brimades, parce qu'évidemment, quand on porte un signe distinctif, comme eux ils portaient, forcément, ça attire l'œil, ça attire un petit peu les gens mal intentionnés, on va dire ça comme ça. Ils sont victimes de brimades, ils sont victimes d'accusations à tort. Au moment de la peste, on va dire quoi, c'est les lépreux qui ont empoisonné les puits. Ils ont conspiré avec les juifs, les juifs, les uns et les autres. Donc, bien évidemment, on va se faire plaisir, on va en brûler l'État, on va en brûler. Même la royauté, hein, on va dire, incite à ce que les lépreux soient brûlés sur un bûcher. Donc, ils font l'objet de vraies persécutions au même titre que les autres populations marginales. Ils sont très mal vus dans la société, ils sont très mal considérés. Donc, on y reviendra de toute façon sur cette notion de marginalisation et de persécution, mais concrètement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que au Moyen-Âge, quand vous êtes considéré comme marginal, vous avez, au même titre que les autres, vous pouvez tout aussi bien soit être accepté plus ou moins, soit être quasiment rejeté, et dans ce cas-là, on va vous accuser de tout, on va vous faire de tout au niveau horreur. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les lépreux, même si la maladie tend à reculer, ça n'empêchera pas, on va dire, les comportements, on va dire, très violents envers eux. Donc voilà ce qu'il faut en retenir. Après, pour en revenir aux léproseries, les léproseries, au niveau de la gestion, on en reparlera dans une autre partie parce que ça fait l'objet d'une autre partie de mes recherches. Mais là, les léproseries, concrètement, c'était la plupart du temps, si ma mémoire est bonne, les municipalités plus ou moins qui les avaient en charge, même si on tentait un petit peu de s'en débarrasser, étant donné qu'elles étaient en dehors des villes, on s'en occupait sans vraiment s'en occuper. On s'en occupait si elles étaient à la rigueur à l'intérieur des murs, mais pas forcément si elles étaient à l'extérieur. Quoique, on avait quand même un œil dessus, même si on voulait pas l'admettre. Il faut savoir que il y a les léproseries, enfin les maladreries, parce qu'on va appeler ça comme ça dans le sud, en tant que telles, mais vous avez les maisons de lépreux qui sont aussi des maladreries, mais qui sont des maladreries peut-être comme des annexes. Plus ou moins comme des annexes, pas forcément les gros bâtiments, mais comme des petites annexes où, quand il y a un lépreux qui se déclare, vous êtes trop loin d'une léproserie, vous êtes trop loin de la léproserie en dehors des murs, on va vous mettre à l'intérieur. Ce qui permet aux lépreux, plus ou moins, d'avoir un peu plus de liberté. Liberté, j'entends. Ils peuvent cultiver un petit jardin, ils peuvent avoir une espèce de petite maisonnette, comme un petit bungalow pour eux. Mais ça s'arrête là. Le confort est très minime. Et ça, on va dire, c'est quand il y a un confort nec plus ultra méga top du top. La plupart du temps, c'est pas forcément le cas.
on va dire qu'on essaie d'alléger la douleur, on essaie d'alléger, on va dire, le calvaire de ces pauvres bougres, mais ce n'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Certains choisissent carrément de refuser d'aller à la léproserie, refusent carrément de rester chez eux et s'exilent dans les forêts, par exemple. Ils font comme des espèces de petites cabanes dans les forêts et s'exilent là pour, on va dire, ne faire peur pour ne pas faire peur aux gens et surtout ne pas être un danger ni pour les autres ni pour eux-mêmes. Parce que on va dans les symptômes qu'on a eu attribués à la lèpre, ça a été aussi des cas de folie. La folie, mais comme je vous dis, folie, méchanceté, on a mis ça dans le même panier. Donc, quelque part, si on doit faire une petite conclusion là-dessus, la lèpre, même si c'est une maladie connue, à la différence de la peste, ça reste une maladie que l'on gère, on va dire, pas avec beaucoup de légèreté, mais pas avec beaucoup peut-être de sérieux non plus. C'est une maladie dont on ignore les origines, on ne va pas y revenir dessus, mais c'est pas forcément une maladie que on arrive à appréhender comme il se doit. On ne soigne pas vraiment les malades, on les parque dans des structures et puis fini, on les oublie. C'est une maladie qui est quand même relativement, je dirais presque handicapante dans le sens où, en fait, les malades sont carrément oubliés de la société, plus ou moins oubliés, étant donné qu'ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus d'épouse, ils n'ont plus d'enfants, plus d'enfants, façon de parler, ils n'ont plus rien. Donc, ce qui fait que les pauvres, ils se retrouvent quasiment sans attache. Donc, je comprends qu'il y en ait qui est sombré dans la folie, qu'il y en ait qui sont peut-être tombés qui sont retrouvés résignés. Tout ça, c'est possible, ce genre de comportement. Donc voilà, écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a intéressé, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Encore une fois, je pense que je vais plutôt faire des vidéos podcast que vous pourrez mettre en fond quand vous avez envie de vous occuper, plutôt que de faire des vidéos carrément éducatives en mode très académique. Je pense que les vidéos podcast, c'est ce qui vous plaît le plus. Donc, je vais continuer sur cette lancée et je vais la prochaine vidéo, ce sera quoi? On abordera justement, puisqu'on parlait d'héritage, de testament, on va parler justement des pratiques testamentaires, les différentes pratiques qui existaient et dont certaines existent encore de nos jours. Ça, on en reparlera à la prochaine vidéo. D'ici là, mes petits amours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire. D'ailleurs, en parlant de commentaires, est-ce que vous auriez envie que j'entrecoupe, que je fasse des petites pauses entre chaque partie, c'est-à-dire qu'à la fin de l'introduction, avant d'aborder la partie sur les sources, est-ce que vous avez envie que je fasse des vidéos qui sont un peu hors un peu de mes recherches, des vidéos en fait sur des sujets, parce que j'en ai quelques-uns en prépa. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à m'en parler, ça m'intéresse beaucoup. D'ici là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!